left, right. Et tous les Québécois et Canadiens, voilà Daniel Leblanc. Daniel, Guillaume Leblanc. Guillaume Leblanc. Quelle émotion, Richard. Oui, vous voyez, je confonds les prénoms. Voilà Guillaume qui fait son entrée dans le stade pendant qu'on est toujours sur Plaza. Et là, Guillaume qui a fait un petit signe. Il a dit, ça y est, ça fait des années que je me prépare pour ça. Ça fait des années que je me sacrifie. J'ai remporté toutes sortes de médailles. On ne m'a jamais donné l'encouragement que j'aurais dû avoir. Mais une des plus grandes émotions de ma vie. Une des plus grandes émotions de ma vie, Guillaume, que j'ai toujours C'est la bonne adresse? Allô? Bonjour! On vient de voir. Est-ce que vous voulez rentrer? Vous allez rester à la porte. On va rentrer, Stéphane. C'était un peu Comment risqué vas-tu? ce matin, je vais te remercier toi-même. Tu te déplaces toujours avec une Tout le équipe? temps. Surtout pour venir te voir. Stéphane? Oui. On fait un documentaire sur ton père. Mais ton père à travers l'histoire des Olympiques. Ouais. Ouais. Pourquoi cet angle-là? Parce qu'on approche des Jeux olympiques de Rio, puis je trouvais ça intéressant de l'amener un peu à Rio. Tu sais, il aura raté Sochi, il aura raté Rio, qui sont des Jeux qu'il aurait aimé faire. Alors, je me disais qu'avec les Jeux olympiques d'été qui approchent, ce serait le fun d'observer un peu, de voir ce qui s'est passé dans ce canal-là. Il est décédé depuis combien de temps? Il est décédé le 20 janvier 2013. Qui façonnera le monde de demain? Alors c'est ici, au pied du Bergh-Isel. Ce sera intéressant. Vous vous souvenez sans doute qu'à la surprise de tout le monde, c'est deux grands de l'histoire du Canadien. Et nous allons les retrouver. Bon, on sait déjà qu'il va être sur le podium, à moins d'incidents. Ce sera où c'est... Il se cache où ici, Richard Garneau? Ben là, il se cache dans une boîte en arrière, ici, en arrière de ma porte, dans laquelle j'ai mis des choses que j'ai pas sorties, là. Il y a des gens qui me remettaient des lettres, des mots, des photos, des petites choses, et je les mettais tout de suite dans la boîte. J'avais pas envie Il était présent dans ma tête après son décès. J'avais pas besoin d'avoir une présence physique de photos en plein visage. Mais la boîte La en boîte. question, est-ce qu'on peut passer à travers? Est-ce qu'on peut Ouais. regarder? Je vais la sortir, elle est derrière la porte Ouais. ici. Voilà. C'est une boîte de bureau, là, tout à fait conventionnelle. Et donc, on va jeter un coup d'œil dedans. Je sais pas tout ce qu'il y a dedans. Je pense pas que ce soit tout intéressant. Tiens, je vais juste la déposer ici. C'est la boîte de petits souvenirs, de petites choses. Il y en a ailleurs, mais ça, regarde, c'est lui aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Alors, il a été en page couverture de plusieurs téléhoraires. Celui-là est célèbre dans ma famille. C'est le téléhoraire en date de la 3e semaine d'avril 1967. On est tous là. Ah oui? Lui, ma mère et les 3 enfants. T'as quel âge? J'ai 4 ans. Oh, regarde. Être l'épouse du plus bel homme de la province, c'est une chose délicieuse, affirme Mme Richard Garneau. 10 juin 1900, oui, je reconnais le divan de mon enfance. Alors, dimanche matin, donc le journal Dimanche matin, c'était le cahier Perspective. Ah, les chandails de laine, toi. C'est moi, avec le bras sur les épaules de ma mère, mon frère Jean à côté, ma sœur Catherine et mon père. Le père, c'était quelqu'un de très agréable, très enjoué et très absent. Et quand il était là, il était le fun, il était enjoué, il était un peu enfant même. On prenait plaisir à être en sa compagnie, mais il travaillait beaucoup, il était parti tout le temps. On s'en va chercher la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Il m'aura fait voyager, mon père, depuis qu'il est mort. J'ai eu beaucoup de déplacements. Le Comité international olympique a souligné la chose à Sochi. Et pourquoi tu es le représentant, Stéphane?
Moi, vu que je travaille dans les médias, j'ai une certaine aisance, je suis devenu de facto le représentant puisque ma sœur ne voulait pas le faire. La femme de mon père s'est toujours tenue à l'écart de sa vie publique et de sa vie professionnelle. Est-ce que toute ta vie, on t'a parlé de ton père? Toute ma vie, on m'a parlé de mon père. Monsieur Garneau, vous êtes là, bien sûr, pour nous rappeler le souvenir de votre père, Richard, ce qui est un peu ingrat, parce que vous êtes là, puis on pense à votre père, et ça a dû vous arriver quelques fois dans votre vie, j'ai l'impression. On me disait qu'il a commenté 23 Jeux olympiques sur 25 pendant 52 ans de carrière. Personne ne s'est approché de ce niveau de présence et de ce niveau de compréhension et de connaissance. Bien sûr, beaucoup de Québécois qui ont écouté les Olympiques, regardé les Olympiques à la télé, connaissent bien ce parcours-là, mais beaucoup d'autres également connaissent son implication par notre sport national, par le hockey, bien sûr. J'invite maintenant M. Stéphane Garneau à venir à l'avant pour la remise à titre posthume de la médaille à M. Richard Garneau. Merci. Mon père, c'était un commentateur sportif, c'était un animateur et je voyais bien qu'il était très apprécié du public. Il travaillait très, très fort, il adorait son métier, un métier qui l'a amené à beaucoup voyager. Je veux donc savoir qui était mon père quand il n'était pas à la maison. Juan Corena en tête, Voluteux, est-ce qu'il sera assez résistant? Attention, Van Damme s'en vient en troisième place. Juan Corena et Van Damme, je crois, qui viennent doubler Voluteux. Juan Corena, 1:43-47, un nouveau record mondial. Vous avez devant vous 4 figures un peu connues. Dois-je les présenter? M. Garneau, M. Lebrun, M. Bailly. Ici Richard Garneau qui vous parle de Kingston en Jamaïque où se tiendront du 4 au 13 août inclusivement les 8e Jeux de l'Empire et du Commonwealth. À l'époque, le commentateur sportif, le descripteur, était plus vedette que les joueurs sur la patinoire. Tu peux plus avoir ça. Il n'y a aucun jeune qui peut arriver aujourd'hui et dire « Je suis la big star ». Mon père, dans les années 60-70, a fait beaucoup d'argent avec la pub. Avec la pub? Parce qu'ils étaient des stars. Sa meilleure, c'était Dumorier. Oui. Lui qui était le plus grognon anti-fumeur. Pourquoi préfère-t-on plus que jamais la Dumorier? Parce que la saveur satisfaisante de la Dumorier est protégée par le super filtre Milsail exclusif. En 64, c'était la première fois qu'on allait en jet à Tokyo et que relativement, à peu près en 24 heures, 26 heures, on était capable d'aller à l'autre bout du monde. J'avais 10 ans à l'époque. Et je trichais en allant quitter mon lit à 11 heures le soir pour allumer le téléviseur. Pour voir le résumé. Noir et blanc, pour le résumé. Et j'entendais ici René Le Cavalier qui vous parle directement de Tokyo au Japon. J'avais 10 ans, je m'en rappelle encore. Ton père, c'était la même chose. C'était la même chose. C'est resté marqué par, comment dirais-je, la magie, le rêve qui était véhiculé par les médias de l'époque. Monsieur, bonsoir. Eh bien, à Grenoble, un nom est sur toutes les lèvres. Et c'est celui de Jean-Claude Killy que la presse française qualifie de dieu du sport en France. Considéré par plusieurs connaisseurs... Stéphane, c'est quoi ton métier? De quoi tu vis? Métier de communicateur. Je me multiplie, animateur, chroniqueur, journaliste. Pourquoi tu as choisi d'être dans les médias? Aller en radio-télé, c'était un peu un naturel pour moi. Fait que je me suis orienté naturellement vers la radio et la télé. Tu t'en vas faire une chronique ce matin? Ouais, je fais ma chronique ce matin à l'émission de Le Bigot, tous les samedis matins depuis presque 20 ans. Papa a été à la télévision pendant plus de 50 ans, mais il a aussi été journaliste sportif à la radio. Pendant les 15 dernières années de sa vie, on se retrouvait, lui et moi, le samedi matin, chacun à faire sa chronique à l'émission de Joël Le Bigot. Lui faisait le sport et moi, la techno. On s'est installé là en 78. Oui. Et puis, regarde, on a ajouté quelques décors, Oui. Je l'ai gardé, la feuille de travail de Richard, tu vois. Alors, le hockey, le football, universitaire, NFL, ski alpin. Il a fait un truc en 60 pour les Jeux de Rome qui s'appelle Ciao Roma. Écoute-le bien, écoute sa voix et son accent surtout. Tu vas voir, je vais te... Construit par Mussolini, le stade peut accueillir 20 000 spectateurs. 20 000 spectateurs. La piste d'athlétisme revêt les mêmes caractéristiques que le stade olympique, chef-lieu des Jeux.
nous parlions comme ça dans les reportages enregistrés. Et des fois, ça donnait un ton un peu pincé. Un peu précieux. Et quand il était en direct, jamais. C'était la grosse voix de bœuf, la belle voix des annonceurs du temps. Plus texturée. Voilà, et il faisait pas attention. Claude Raymond, vous avez passé 9 ans avec l'organisation des Braves de Milwaukee. Est-ce que vous avez quelques regrets de les avoir quittés et est-ce que vous êtes satisfait d'être passé aux Colts de Houston? Eh bien, je suis très satisfait d'être passé aux Colts. Mais d'ailleurs, en parlant des Braves de Milwaukee... C'est Richard qui m'a montré comment avoir cette rigueur, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Ouais. On s'entend, mon premier ordinateur, je l'ai eu en 83. Voilà. Il m'avait coûté d'ailleurs une fortune pour empiler mes statistiques. Alors, il faisait tout le travail à la main. À la main. Ce qui veut dire crayon mine pour effacer des records qui allaient être battus. Et ensuite, il transposait ça à la machine à écrire. Et il avait une obsession de tenir à jour toutes ces statistiques le jour même. Je me rappelle, à un moment donné, on a un dîner ensemble. La première chose qu'il fait en entrant, au lieu de saluer les gens, as-tu vu Werner Schildhauer et Frank Heine, ce qu'ils ont fait à Berlin-Est? Et moi, tout de suite, il fallait que je sois... 27,36 pour Schildhauer, 27,40,7 pour Heine. Je ne peux pas t'avoir, je ne peux pas t'avoir. Il n'y a pas moyen de le piéger. C'était du challenge comme ça pour, dans le fond, quoi? Des statistiques d'athlétisme. Salut Jean-Paul. Hey, salut. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va bien, ça me fait plaisir de te voir. Bah oui, moi aussi. Jean-Paul Baer, ça a été l'entraîneur des lancers pour l'équipe canadienne jusque dans les années 70 et ensuite il est devenu analyste en athlétisme à Radio-Canada avec mon père sur plusieurs Jeux olympiques. Jean-Paul, les Olympiques, pour toi, la place des Olympiques dans la société, dans le monde? Bah, c'est le summum. On ne peut pas aller plus haut que ça. Parce que d'abord, vous pouvez être recordman du monde, champion du monde. On ne se rappelle pas de ces gens-là. On se rappelle toujours du champion olympique. Tout le monde porte l'athlète à bout de bras pour atteindre cet objectif-là parce qu'on sait qu'il est presque inatteignable. Et quand il dit « je suis champion olympique » ou « j'ai été champion olympique », tout le monde fait « d'inspirer la jeunesse de tous les pays qui façonnera le monde de demain. Papa a commenté tous les types de sports, mais c'est vraiment pendant la couverture des Jeux olympiques que je sentais un petit plus, que je le sentais peut-être un peu plus animé. Bien, la politique s'est toujours mêlée un peu des Olympiques, mais jamais autant que depuis les années 60, parce qu'avec l'utilisation de plus en plus importante du satellite, on diffuse en direct à travers le monde. À chaque Olympique, il y a un plus grand nombre de pays qui participent et donc on se sert de cette tribune-là. Tous les yeux de la planète sont braqués sur la ville haute cette année-là. En 1968, à Mexico, lors du massacre de la place des Trois Cultures qui a surpris le monde entier, mon père a fait partie des médias qui ont diffusé l'information. Yvon Dor a travaillé avec mon père comme recherchiste au sport pendant plus de 25 ans. Il y a eu ce qu'on a appelé le massacre des Trois Cultures. Une semaine avant les Jeux, les étudiants trouvaient que ce pays-là dépensait trop d'argent pour les Jeux olympiques. Alors, ils ont organisé une manifestation, mais le gouvernement mexicain, lui, a décidé que la manifestation ne durerait pas longtemps. Alors, ils ont envoyé l'armée dans ce qu'on appelle la place des Trois Cultures. Et l'armée a demandé aux étudiants de se disperser. Quand ils ont refusé, on a décidé qu'on tirait dans le tas, si vous permettez l'expression. On a parlé officiellement d'une dizaine de morts, mais d'autres sources parlent de plus de 100 morts. Et Richard, comme beaucoup d'autres, ont été tellement étonnés que les Mexicains oublient aussi vite ces incidents de la place des Trois Cultures, parce que lors des cérémonies d'ouverture, c'était la frénésie au stade olympique. Il y avait des grappes de Mexicains accrochés partout dans les hauteurs autour du stade.
Ça a été des jeux tout de même qui lui ont donné satisfaction. Quand on pense, par exemple, au saut en longueur de Bob Beamon, là, qui a battu le record du monde par plus de 57 cm. Bob Beamon électrisa les esprits en sautant 8,90 m, record invaincu pendant un quart de siècle. Richard, je me souviens, le soir, il nous parlait de cette compétition-là, puis il nous disait qu'il avait l'impression qu'il était accroché au ciel, qu'il ne descendrait jamais. D'ailleurs, il y a des gens qui ont donné à Beamon le nom d'araignée de l'espace. François Godbout, c'est un des plus vieux amis de mon père. C'est bien l'automne. Hein? Quand il n'y a plus de filet, quand il n'y a plus de poteau, c'est l'automne. Oui. Mais il faut quand même dire à la caméra que cet homme-là a pris un set à Rod Laver. Grand champion. C'est la copie de son père. Pourquoi? Mais là... Ben, c'est que Richard passait son temps à dire ça. Quand il me présentait à quelqu'un, il disait ça. Il a pris un set contre Rod Laver. Il a fait ma promotion avec ça. Je l'aurais pas dit moi-même. C'est un peu gênant. Mais lui, il aimait ça dire ça. Il aimait ça le dire. François, est-ce que Stéphane, il ressemble à Richard? Ah ben oui. Ah, ouais, en quoi? Ah ben il ressemble la voix, le style, l'élégance. Oui. Merci François. Ah ouais. Et puis la taille aussi. Vous êtes à peu près de la même taille. Il est un petit peu plus grand que moi. Tout à fait, oui. Oui, un petit peu plus grand que moi. Dans ce stade olympique de la ville romaine, le maire de la métropole, M. Jean Drapeau, rêvait déjà de Montréal, ville olympique. Sa conviction d'obtenir ces Jeux n'avait d'égal que la détermination et l'enthousiasme dont lui-même et ses supporters avaient fait preuve depuis plusieurs mois. Dans plusieurs pays... À partir du moment, en 1963, où le maire Drapeau essaie d'obtenir les Jeux olympiques pour Montréal, mon père s'est mis à le soutenir activement. L'obtention des Jeux de Montréal devient aussi sa mission à lui. Montréal est prête au point de vue spirituel. Montréal est prête au point de vue matériel. Malheureusement, en 1966, les Jeux de 72 sont accordés à Munich. Maintenant que Montréal fait partie de la carte olympique, parce que même si Munich a été choisi, on a beaucoup parlé ici du dynamisme du maire et de sa ville de Montréal, de la présentation, on en a aussi beaucoup parlé. Est-ce que vous avez l'intention de revenir à la charge pour plus tard? Évidemment, là, ça vous met un peu loin. Oui. En 1970, à Amsterdam, pour la candidature des Jeux de Montréal pour 1976, là, je suis là, moi. Je ne sais pas pourquoi, mais Radio-Canada a décidé qu'il n'envoyait personne. Parce qu'il ne pensait pas que Montréal allait obtenir les Jeux. C'est ça. Ouais. Alors, Richard leur a dit, je vais y aller à mes frais, s'il le faut, mais ça n'a pas de sens qu'on ne couvre pas ça. Ouais. Et là, il arrive à Amsterdam, puis Jean Drapeau lui avait promis que s'il obtenait les Jeux, qu'il y aurait la première entrevue. The results of the voting, ladies and gentlemen, for Montreal, 41 votes, Moscow, 28 votes. Je pense qu'il était aussi enthousiaste, sinon plus, que le maire Drapeau. Absolument. Puis là, j'ai été témoin de ça, moi. Tout le monde avait son micro pour interviewer le maire, mais non, le maire quitte. Puis ton père l'attendait dans une boîte téléphonique. Et là, il y a eu une entrevue de Jean Drapeau. Le maire Drapeau a tenu parole. Et pour cette raison-là, et aussi parce qu'il a obtenu les Jeux olympiques pour Montréal, mon père a toujours considéré Drapeau comme un héros. Ça, c'est à votre départ pour Amsterdam. Ah oui? Ouais. J'avais pas vu ça. Tu vois, ça, c'est... J'ai jamais vu ça. Dans le journal La Presse, 11 mai 1970. Oui. Alors, toi... Exactement. Il y a toi et mon père. Es-tu né, toi, en 1970? Oui, moi, je suis né en 1963. En 70, j'ai 7 ans. Et il était alors investi de son travail? Totalement. Bien, il l'a toujours été, là, mais à ce moment-là, plus que jamais. OK. Hey, Stéphane, ce documentaire-là, c'est quoi? C'est un documentaire sur ton père? Ouais. À travers les Olympiques? Ouais. Est-ce que tu cherches quelque chose, toi? Je cherche à le suivre à travers ces années, ces grandes années professionnelles et peut-être mettre le doigt un peu plus clairement sur ce qu'il était et ce qu'il faisait quand il n'était pas à la maison, ce qui était la norme, ce qui était très, très souvent à cette époque-là. En 1972, aux Jeux de Munich, des Palestiniens surprennent le monde entier en prenant en otage des athlètes israéliens. Mon père était là, Daniel Robin aussi.
Tu as rencontré qui? Daniel Robin. C'est qui? C'est un analyste au concours en athlétisme, ancien champion lutteur, médaillé olympique. Et il est là. C'est lui. Bon, ça va, Daniel? Ça va, oui. Oui, ça va bien. Tu sais, la place de Munich dans la vie de mon père, c'est une place importante sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Moi aussi. Et toi, tu y es à quel titre en 72? Athlète. Athlète toujours? Oui. Donc, il fallait que tu t'entraînes le matin très tôt. Je m'entraînais le matin et je faisais le tour du village. OK. Et j'ai vu un des gars de Septembre Noir passer une barrière. Mais je savais pas, je croyais que c'était un gars de ménage qui était en retard pour le boulot ou un truc comme ça. Je me suis pas alarmé. Quand les gens de Septembre Noir sont arrivés devant la porte de la délégation israélienne, qu'ils ont frappé, la première personne qui a ouvert la porte, c'était Moshe Weinberg. Et il a voulu refermer, ils l'ont tué aussitôt. Et ils l'ont jeté en bas pour bien montrer leurs intentions. Les terroristes obtiennent un avion et tentent de s'enfuir avec les otages. Finalement, à la suite d'une série de fusillades déclenchées par la police à l'aéroport de Munich, les 9 otages sont tués, ainsi que 5 des 8 terroristes, un policier allemand et un pilote d'hélicoptère. La prise d'otage des Jeux de Munich aurait ainsi fait 18 morts et reporté un dur coup à l'idéal olympique. Quelque chose, hein? Oh. Il y a quelque chose de sacré qui a été brisé ce jour-là par rapport au mouvement olympique aux Jeux. Les Jeux olympiques d'hiver sont relancés. Il semble que les problèmes qu'on a eus jusqu'à maintenant, qu'on a eus en 72 par exemple, et qu'on a eu aussi avec Denver par la suite, eh bien il semble que ces problèmes-là sont en train de s'estomper. Et si ça pouvait redevenir le festival de la jeunesse, eh bien je pense qu'à ce moment-là, on aurait tout gagné. Même si mon père est secoué par les événements politiques qui se mêlent aux jeux et au sport, jamais il ne cessera de s'emballer devant l'excellence des athlètes. Est-ce qu'il était souvent là, physiquement présent? Non, il n'était jamais là. C'est ça, parce qu'il partait tout le temps. Il était toujours en voyage. Il y a eu une carrière internationale. 23 Jeux olympiques, 4-5 Jeux panaméricains, 4-5 Jeux du Commonwealth. Puis là, on parle plus là, de 60 matchs de hockey par année. La moitié de ces matchs-là, c'était à Hartford, c'était à Buffalo, c'était à New York. Il a couvert le football, des années 60 jusqu'à 72, le football canadien. 5-6 ans à Wimbledon. Il était parti. Tout le temps. Tout le temps. Merci François. Allons tout de suite au match. Oui, c'est sûr que... Il se sentait coupable, c'est certain qu'il se sentait coupable de ses absences. Il était conscient de ça. Ça m'est difficile pour moi de traiter ce sujet parce que je me sens en conflit d'intérêts. Moi aussi, je t'avoue que j'ai péché par l'absence. J'aurais pu être beaucoup plus présent à la maison lorsque mes enfants étaient plus jeunes. C'est peut-être un des grands regrets de ma vie, d'avoir été un père très longtemps absent pour mes enfants. C'était toujours l'épée de Damoclès là, que j'avais au-dessus de la tête. Ça, je me disais, bon, je partais en voyage, puis je me disais d'un côté, je laisse tous ces enfants-là derrière moi qui sont sans père. Parce qu'il faut dire qu'au début des années 60, quand on partait en voyage, on partait souvent pour longtemps. Écoute, notre vie à nous, les gens de ma génération, ça a été le travail. Ceux qui ont eu la chance de trouver un travail qu'ils adoraient, dans lequel ils étaient bien, un studio dans lequel ils étaient heureux, ils survivaient à leur vie. Et je crois qu'on passe beaucoup de temps à survivre à sa vie. Mais l'idée, il l'a accepté qu'il était absent et qu'il aurait mieux fait d'être présent, mais... je pense pas qu'il l'a accepté mais tant que ça, peut-être que toi, tu voyais là une angoisse. Moi, je voyais simplement un constat. C'était une chose qu'il n'avait pas réussi dans sa vie. Oui. Et les hommes de ce temps-là étaient comme ça. Ouais. Mon père était absent, puis tous les pères étaient absents, tous les pères travaillaient, puis les mères étaient à la maison à s'occuper des enfants. C'était le temps de ce temps-là. Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose de générationnel. Oui. Moi, j'attribue ça à une certaine époque aussi. Oui. Il ne pourrait pas s'en tirer avec ce qu'il disait en 67. Non! À aujourd'hui. Ma femme est à la maison, on s'occupe des petits. Est-ce que c'est pas extrêmement difficile, Richard Garneau, même quand on est beau, d'être un bon père de famille qui voyage tout le temps?
Enfin, puisque vous voulez parler de beauté, je pense que ça n'a rien à voir avec l'éducation des enfants. À vous, c'est surtout le voyage. Oui, c'est surtout le voyage qui me Oui, gêne, c'est difficile. C'est extrêmement difficile parce que même quand je ne suis pas en voyage, c'est que le matin, je ne travaille pas. Donc, quand je me lève, mes enfants sont à l'école. Et quand je reviens le soir, ils sont couchés. Je les vois presque jamais. Ma femme. Est-ce que c'est pas un petit peu dommage, ça? Je crois, oui, je le pense. Est-ce que vous avez l'intention de changer? Est-ce que vous avez l'intention de vous occuper de vos enfants davantage? Non, j'aime trop mon métier pour changer quoi que ce soit. Je pense que c'est un sacrifice qu'il faut faire. Madame Garneau est d'accord? Elle est entièrement d'accord. Elle l'a toujours été, d'ailleurs. Moi aussi, quand je partais aux Jeux olympiques, je vendais l'idée que j'étais absolument absorbé par le travail et que c'était pas des vacances, et c'était ci et ça. C'était rien comparé au fait que ma femme était à la maison, s'occupait des deux garçons. Oui, alors toi, tu étais dans le stade 16 heures par jour. Alors, il y a un certain syndrome de l'imposteur ici. Oui, mais attends-toi que ce que tes enfants te le reprochent un peu. C'est déjà fait. Oui, puis je l'ai fait avec mon père, moi aussi. C'est déjà fait. Ils ont déjà remis les pendules à l'heure. OK. C'est vrai que ça vient avec une époque, ça? Oui, ça vient avec l'époque. Tout à fait. Une époque de macho, une époque absolument abjecte. Ton père, il fuyait avec le football canadien. Imagine-toi, il était premier pour aller à Regina, Winnipeg, à l'automne. Il disait, c'était juste pour pas être à la maison. Mais je devrais me refermer la bouche. C'est pas parce que je ris que je trouve ça drôle, ce que tu dis là. Non, regarde. Il faut que je précise que... oui, il n'était pas souvent à la maison, il a voyagé, il fait le tour du monde. C'est à moi de te demander, c'est moi qui ai envie de te demander, mais de quoi souffre-t-on de l'absence de son père quand on sait quand même qu'on est aimé par son père et que son père est un vrai père, c'est-à-dire qu'il est là quand il peut, il est là pour donner un coup de main, pour aider, mais... C'est ça, un père? Ben, je te répondrai deux choses là-dessus. Il y a le problème d'abord de se fabriquer une personnalité, de devenir quelqu'un. Ça passe un peu par l'encadrement des parents. Ça passe un peu par le modèle qui est projeté. Pas le modèle, je le voyais à la télévision, mon père, mais le modèle... Alors, j'ai pas ce modèle-là parce qu'il n'était pas à la maison, d'une part. Et puis d'autre part, on a eu des gros problèmes avec son plus vieux, avec mon frère. Et il a fallu composer sans lui. Comme c'est souvent le cas avec les parents de cette génération, ma mère s'est retrouvée pas mal débordée avec la responsabilité des enfants. Mon frère, c'est le plus vieux, c'est l'aîné. Lui est décédé un mois avant mon père. Et il y a eu des problèmes très jeunes de délinquance, de toxicomanie, d'alcool. C'est probablement un enfant qui aurait dû être pris en charge, mais à l'époque, on disait que ce sont des enfants problèmes et puis tout ça. Alors, quand je parle souvent des absences de mon père, c'est aussi très générationnel, l'absence du père. Je suis pas unique, loin de là. Mais je pense que si c'est plus sensible pour moi, c'est parce qu'on avait à la maison à Montréal, avec nous dans la famille, un problème avec lequel il faut composer. Il fallait composer quotidiennement. Disons que j'aurais aimé ça, sans doute, que mon père soit plus présent et qu'il prenne en charge ce problème-là. Les Jeux de Montréal. Durant 16 jours, l'équipe de production de Radio-Canada n'aura guère le temps de penser à autre chose. Les commentateurs et analystes quittent la maison de Radio-Canada pour se rendre à leur lieu de compétition. En 1976, quand Montréal accueille les Jeux olympiques, mon père est au sommet professionnellement. Moi, je suis un jeune adolescent et je me souviens que même si les Jeux se passent ici, j'ai à peine vu mon père cet été-là. C'est le 10e jour des Jeux olympiques de Montréal. Quels sont les sentiments de celui qui remonte à 1964? À 1964, pour les Jeux d'été, oui, ce sont mes 4e Jeux olympiques. Et pour un commentateur, de couvrir les Jeux olympiques dans son propre pays et surtout dans sa propre ville, eh bien, je pense que on peut dire que c'est l'apogée pour un commentateur. Ben, moi, j'ai atteint l'apogée de ma carrière. J'espère que ce qui viendra après, eh bien, ce ne sera pas trop pénible. Tous ceux qui peuvent accéder au podium. Et selon nos calculs officieux, disons-le, Jenner est en tête avec 7 906 points.
Jenner qui est presque assuré de la médaille d'or. Il a une avance de... Il devait jubiler. Après une dizaine d'années de campagne pour obtenir les Jeux à Montréal, les problèmes, la construction du stade, le boycott des pays d'Afrique noire qui le privait de certains des athlètes d'élite qu'il admirait le plus. Et Jenner qui accélère. Regardez, il sprint maintenant. Il sprint pour revenir sur Litvinenko. Imaginez, quelle force, quelle résistance. Un athlète absolument extraordinaire parce que celui que vous voyez là en deuxième place, eh ben, c'est le plus grand athlète au monde. Richard Garneau, mon père, il aimait pas ça quand la politique s'invitait aux Jeux. Il aimait pas ça quand le dopage s'invitait aux Jeux. Il aimait pas ça quand on l'éloignait des Jeux. 13h30 de l'après-midi à Séoul. Et le départ est bon. Le départ est bon, c'est Johnson qui est bien parti. Johnson, attention dans le couloir du Vera. Johnson est en tête, c'est Johnson. Réussite, Ben Johnson, médaille d'or. Il y avait une position face au dopage qui était assez étonnante. Il disait qu'il y a du dopage ou qu'il n'y en a pas, même si tous les athlètes se dopent, c'est quand c'est encore les meilleurs qui vont gagner. Oui. Alors, on aperçoit Johnson là, au milieu de ses gardes de sécurité. C'est la première fois qu'on prend un athlète qui est aussi important. Oui, parce que vous avez eu un bel exemple de ce que Serge vient d'affirmer. Je me souviens d'avoir vu mon père à la télévision au lendemain du retrait de la médaille d'or de Ben Johnson. Il me semble que je ne l'avais jamais vu aussi découragé. Ça donnait vraiment l'impression qu'on lui enlevait quelque chose à lui. J'ai souvent parlé avec Richard de l'après Ben Johnson et Richard faisait toujours référence à une trahison, jusqu'à ce qu'il soit en paix avec lui-même. Et je sais quand c'est arrivé en 92, 4 ans après à Barcelone, quand il décrivait l'athlétisme. Il disait tout le temps « mon vieux », hein? Il appelait tout le monde « mon vieux ». Et ça me fatiguait parce que j'étais très jeune à l'époque. Moi, mon vieux, si tu veux mon avis, il disait tout le temps ça, j'ai décidé de fermer les yeux. Bon, ils sont tous dopés, on ne sait pas, tout ça. Je veux encore m'émerveiller. Et Aiken reste dans l'œuvre. Voilà où elle prend son... Je n'ai jamais vu dans toute l'histoire des Jeux Olympiques, depuis 1960 que je couvre les Jeux Olympiques d'été, je n'ai jamais vu une performance et une supériorité comme celle-là. 21-33 par 20. Il les aimait, les athlètes. Non seulement il les aimait, mais je pense que la meilleure reconnaissance, c'est qu'aujourd'hui, les athlètes disent « Richard Garneau, il nous aimait ». Donc il le sentait. Et ça, quand il s'adressait à eux, il s'intéressait à ce qu'ils faisaient, à l'entraînement, à leurs soucis. Et l'athlète, il sentait que c'était humain. Il y avait ce rapport-là très proche qu'il n'avait pas forcément toujours avec d'autres personnes, d'autres commentateurs. Non. Donc j'ai encore des années en avant de moi, je suis quand même optimiste. Ça, on le sait, et puis tu as beaucoup de succès jusqu'à maintenant. Félicitations, Guillaume, et puis merci de ta visite, puis bon succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Je suis optimiste pour dans 4 ans. D'accord, OK. Okay. C'est une très bonne attitude. Alors, au volleyball tout de suite. Je sais pertinemment que de tous les sports que mon père a couverts comme commentateur, il avait une fascination particulière pour les coureurs de fond. Ça commence en 52 à Helsinki avec Émile Zatopek, ensuite en 60 à Rome avec Abebe Bikila qui a couru le marathon pieds nus, puis à tous les Jeux olympiques, il se découvrait des nouveaux héros de la course. Est-ce qu'il y a certaines performances d'athlètes que tu as vues, dont tu as été témoin avec Richard à tes côtés, qui te reviennent à l'esprit? C'est la médaille de Guillaume Leblanc à Barcelone, où on le suivait déjà depuis un moment. Et on s'est dit, mais est-ce que tu réalises qu'un petit Québécois qui vient de cette île, dans son petit coin, et qui arrive au jeu devant les meilleurs du monde, et il va tous les avoir. Guillaume est à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Voilà. Bravo, Guillaume. Bravo, il m'entend pas, mais ça ne fait rien. Médaille d'argent pour Guillaume Leblanc, mesdames, messieurs. Il a fait exactement ce qu'il avait dit. Il s'est battu a fonctionné. Il regarde sa montre. Une dernière fois, il est tout près, à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Guillaume Leblanc, médaille d'argent. La réussite de sa carrière. Hey, Laurent Godbout. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça fait plaisir, c'est fun, je suis content. De retour sur les lieux du crime. Oui, c'est que ça fait longtemps, là.
En 1992, Laurent Godbout était le recherchiste de papa. Malgré la différence d'âge entre eux, je sais que Laurent et mon père avaient une connivence qui allait bien au-delà de la simple relation professionnelle. Guillaume, c'était... ils ont pleuré, ils nous ont fait pleurer, ils nous ont fait aimer Guillaume, Ouais. puis pas juste parce qu'il était médaillé, là, parce que Guillaume, c'est un gars super attachant. Je me rappelle, je pense que nos tablettes ont volé en éclats. Ouais. Ton père sautait comme un fou. On hurlait son nom, Guillaume, Guillaume. Ouais. On pleurait. C'était la première fois que je voyais ton père, vraiment, qui avait des larmes aux yeux. là là, c'est quelqu'un de très simple, d'humble, de gentil comme tout. Ouais. Et tu te dis, on peut pas avoir autre chose que ça qui lui arrive. C'est le mieux qui peut lui arriver. Et on le souhaitait tellement pour lui. Bien sûr, pour nous, un petit peu chauvin, mais tellement pour lui. C'est le gars qui a travaillé tellement fort tout seul. Et tu dis, ça, c'est vraiment l'aboutissement des années de travail. Et il le mérite. Hey, Guillaume Leblanc! Ça va bien? Ça va, toi? Oui, bienvenue. Merci. Je te suis. Médaille d'argent. Médaille d'argent, Barcelone 92, c'est pas rien quand même. Aux 20 km en marche. C'est un petit cadeau que je te fais. Que tu me fais à moi? Ouais. Écoute, mon père. Puis là, j'entends le fait, je comprenais pas ça. La première fois, moi, je n'ai pas su. Je peux réussir mon fils à gagner la médaille d'argent. Je pense que ça a été une réaction assez enflammée parce que si vous m'avez écouté ce jour-là à la télévision, ceux qui m'ont écouté s'en sont rendus compte avec Paul Hude et Jean-Paul Baer. Les deux ou les trois, je devrais dire, avaient les larmes aux yeux. Parce que nous, Guillaume, pour moi en particulier, ça a toujours été non seulement un ami, mais aussi un bonhomme pour qui j'avais énormément d'admiration. Guillaume, c'était quand même un bonhomme avec une volonté de faire. C'était un battant. Mais tu vois, il a tout résumé. Il a dit Guillaume, c'était un battant. Il aimait les battants, il aimait les gars les athlètes qui venaient de l'extérieur des grands centres. Ouais, c'est ça qu'il aimait. Fait que je suis monté le voir après mon tour d'honneur. Je suis monté le voir, puis on était contents. Te souviens-tu? On était... Puis, j'avais le goût de le féliciter. De le féliciter, lui? Ben voyons, c'est toi qui venais de prendre la médaille d'argent. Oh oui, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Pourquoi tu avais le goût de le féliciter? Mais je l'ai pas fait, parce que les gens n'auraient pas compris. Ouais. Mais explique-moi, moi je comprends pas, là. Parce que on n'est pas seul quand on fait ça. On n'est pas... on le fait parce que il y a des gens qui y croient autour. C'est un phénomène, ça, l'olympisme. Jamais un humain serait capable de marcher 1h20 ou 20 km s'il n'y a pas une construction, une croyance humaine derrière ça. S'il n'y a pas une foi ou quelque chose qui nous conduit à ça. Donc, c'est un train. Ouais. C'est un train, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées là-dedans et qui y croient. Donc... Puis toi, tu penses que papa faisait partie de l'équipage? Oui. C'était où la salle de presse, la salle des journalistes ici? Ben, ça doit être au-dessus des jaunes, j'imagine. Là. Au niveau 300, là, mais je ne suis pas un spécialiste de la configuration, mais au niveau 300, c'était là. Ouais. Ouais. Là, tes affaires. Fait qu'imagine-le, là, assis ici,
Pendant une semaine, 10 jours, tous les jours, pendant 14-15 heures. Puis on voit bien. Stéphane, c'est ici qu'il vivait, ton père? Ouais. Il était sur la route avec ton frère, puis ils ont eu une crevaison. Oui. Puis il m'a dit, là, l'auto s'est arrêtée, on est sorti de l'auto, puis là, ton frère voulait absolument réparer la crevaison, puis il n'y arrivait pas, il y avait un problème. Puis il s'est effondré là parce qu'il voulait tellement, ton frère, tellement bien paraître, faire plaisir, montrer qu'il était capable, tu sais. Oui. Parce que là, il voit le problème, là, que son fils, qui a plus de 40 ans, lui, vit avec lui. Il est sur le bord de la route, il s'effondre, il pleure, puis il dit « J'aurais tellement voulu être un meilleur fils. » Alors que c'est ton père, probablement, qui aurait voulu dire « J'aurais tellement voulu être un meilleur père. » Si ça le touchait beaucoup, le fait de ne pas avoir été aussi présent auprès de ses enfants, puis ça le tracassait parce que je suis quand même pas de la famille, mais qui se confie à moi sur ce sujet-là, donc ça le touchait énormément. Mais je pense que quand on travaille avec Richard et qu'on le regarde, on l'observe travailler, c'était quelqu'un qui poussait son métier à l'extrême. Et c'est presque malheureux à dire, mais on ne peut pas avoir de l'extrême dans deux choses différentes. Et lui, il avait choisi l'extrême de son métier parce qu'il était jugé là-dessus. Et ensuite, c'est lui qui se jugeait lui-même le fait qu'il n'ait pas été aussi présent auprès de ses enfants. Donc il a toujours été un petit peu incomplet pour être heureux. Il savait que son boulot, c'était un as. Mais il avait raté quelque chose dans sa vie personnelle, qui était ses enfants. C'était un peu ça, Richard Garneau. Je l'ai jamais entendu dit comme ça, Jean-Paul. Mais c'est vrai, ce que tu décris. Tu mets des mots sur quelque chose. Il aurait aimé être tout ça. Ah, mais tu peux pas être tout ça. Mais il peut pas. Tu peux pas être tout ça. Tu peux pas. Il a été obligé de faire un choix et il a regretté ce choix-là, puisque ça l'a tellement travaillé longtemps. Mais ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Les 10 secondes d'estase, c'est qu'il avait un 10 secondes d'une telle force avec un autre être humain. Et ça, c'est pas quelque chose qui se reproduisait à la maison. Un nouveau record mondial. Le premier record mondial en athlétisme depuis 3 jours que les Jeux ont commencé. Bien joué Maléjac, quelle belle course de John Akifua. Fantastique. C'est quelque chose de terrible.